Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des notations Landau, donc grand O, grand θ, et dans une moindre mesure petit o, parce que je vais pas vous mentir, on s'en fout un petit peu en informatique, mais ça j'en parlerai après. Du coup, je fais à l'arrache sur mon Gedit, il y aura un peu de GeoGebra pour faire joli. Et voilà, et vous n'hésiterez pas à me poser des questions en commentaire éventuellement. Ok, alors déjà, 2-3 points de vigilance. Alors c'est pas du tout un cours formel, pas formel du tout. En fait, c'est juste pour donner une intuition sur ce que c'est que ces histoires de grand O, de grand θ, etc. Avoir des exemples d'algorithmes en tête, avec certaines complexités précises. Je vais vous expliquer le lien entre grand O et les algorithmes et la complexité, vous inquiétez pas. Et voilà. Il y aura un peu de formel quand même, mais pas trop. C'est vraiment pas du tout un cours fait par un prof bien joli. C'est vraiment, on va dire, un mémo pense-bête pour rattraper si jamais vous n'êtes pas très très fort en grand O, θ, et en tout cas le minimum pour bien faire de l'informatique avec ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les notations de Landau. Alors en fait, c'est à moitié faux, parce que, par exemple, θ, ça vient de Knut, mais bref. Du coup, c'est quoi la motivation ? En gros, on aimerait bien mesurer, alors je mets entre guillemets, parce que voilà, mesurer la vitesse de croissance d'une fonction. C'est ça vraiment le truc, vitesse de croissance d'une fonction. Il y a des fonctions qui vont vite, qui vont lentement, par exemple, on entend souvent dire que l'exponentielle bat les polynômes et tout ça. Alors c'est vrai en un certain sens, d'accord ? Et donc en informatique, ça se traduit comment exactement ? Là, genre en maths, ça peut être n'importe quoi comme fonction. En informatique, il y a deux fonctions sur les algorithmes qui nous intéressent particulièrement. C'est T de n, qui est la fonction qui mesure le temps d'exécution d'un algorithme de taille, et je mets entre guillemets taille, de taille n. Alors quand je dis taille n, ça peut être vraiment plein de choses, mais par exemple, ça peut être, si on parle d'un tableau, ça va être le nombre d'éléments d'un tableau. Si on parle d'un nombre, ça va être typiquement le nombre de bits de ce nombre. Et quand je dis la fonction qui mesure le temps d'exécution, en fait, on va pas faire une formule bien juste du style, je sais pas moi, n3 plus 2n moins 4,563,942. En fait, nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est en gros dire comment elle se comporte. Et donc, c'est ça qu'on va faire grâce à ces notations-là, qui sont en fait des raccourcis, pour éviter de s'embêter avec des fonctions super précises, mais qui finalement nous informent pas tant que ça. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est juste savoir en gros, est-ce que mon algorithme va bien s'exécuter avant ma mort, avant une heure, ou en un millième de seconde. C'est pas tout à fait la même histoire. Ok, alors, des exemples. Là, je vous ai mis 3 fonctions. Donc, vous pourrez imaginer, par exemple, que ça mesure le temps d'exécution d'un algorithme. Donc, n, 2n, 5n plus 3. 5n plus 3. Bon, tout ça, on va dire que ça appartient à la même grande famille de fonctions qui croissent comme... Alors, je vais mettre asymptotiquement... croissent, c'est comme ça qu'on dit, je crois, croissent, comme n. Bon, ça se note, grand O de n. Donc, en gros, toutes ces fonctions-là, si on regarde suffisamment loin, en gros, elles vont se comporter exactement de la même façon que n. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'elles ont la même limite que n. Elles ne sont pas équivalentes,
Mais par contre, elles ont le même comportement croissant, entre guillemets. Mais ça, je vais formaliser ça plus tard. Alors, maintenant, autre exemple de famille de fonctions. Je prends n carré moins 1, je prends n carré plus 3n, et puis 2n carré plus 2n plus 1. Ah, j'ai 3 familles de fonctions. Bon, je pense que vous n'aurez pas de mal à me croire que du coup, elles ne se comportent pas du tout comme la fonction qui a n associe n. Parce que là, on a du quadratique, on a du n2, on a de la parabole. Bref, a priori, ça ne croît pas de la même manière. Donc là, on a en fait, globalement, on fait tous la même chose. On regarde une fonction et on regarde le terme qui va exploser tous les autres, asymptotiquement. Voilà, en gros, on voit n2, n2, 2n2. On a envie de dire que globalement, ça va croître un peu comme n carré. Là, c'est le cas. Et du coup, on va dire que toutes ces fonctions font partie d'une classe de fonctions qu'on va noter au de n au carré. Ok. Alors, notez par exemple qu'ici, 2n plus 1, là je le surligne, elle-même, elle est en grand O de n. D'accord ? Mais c'est aussi, et on le verra plus tard, une fonction qui est en grand O de n carré. En gros, l'idée derrière, c'est que puisqu'elle se fait mettre la misère par elle-même, elle se fait mettre la misère par n carré. Voilà. Ok, dernier exemple, et après je vais vous montrer sur GeoGebra à quoi ça peut ressembler. Je vais prendre exponentielle de n, et après je vais prendre 2 puissance n plus n puissance 5 moins 2n plus log en base 2 de n. Alors ça fait une fonction qui a l'air giga compliquée comme ça. Bon, ces deux fonctions-là, elles évoluent pareil. Elles ont la même croissance. Et en gros, elles évoluent exactement comme 2 puissance n. Alors, ça mérite un peu d'explication. Déjà, petit rappel. En fait, quand vous voyez exponentielle puissance n, il ne faut pas oublier que ça veut dire en fait exponentielle en base e. En base 1,6 quelque chose. Non, d'ailleurs, non. Ah, petite interruption. Ça, c'est intéressant. Je sais plus du tout ce que vous... 1,7, 8, je crois. Ah, mon frère me souffle dans l'oreille 1,7. Bon. Et là, du coup, c'est une exponentielle en base 2. Mais c'est toujours une exponentielle. D'ailleurs, en gros, on peut définir l'exponentielle en base 2 comme une exponentielle naturelle par une multiplication près. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir que ça va croître exactement pareil. Alors maintenant, on va regarder dans le blanc des yeux cette expression qui est horrible, parce qu'il y a 2 puissance n, mais il y a n puissance 5, il y a 2n, il y a log en base 2 de n. Bon, pareil que tout à l'heure, on va regarder qui domine qui. Dans le tas, on a de l'exponentiel, et on sait que tout ce qui est exponentiel, ça bat complètement les trucs polynomiales. Donc, par exemple, n puissance 5 moins 2n, asymptotiquement, c'est complètement négligeable devant 2 puissance n. On peut l'oublier. Et alors, logarithme en base 2 de n, j'en parle même pas, puisque si elle se fait dominer par tous les polynômes, évidemment, l'exponentielle, c'est encore pire. Du coup, en fait, si on regarde juste ça, en fait, ces deux fonctions, on peut dire qu'elles sont en grand O de 2 puissance n. Elles font partie de la classe des fonctions qui évoluent comme 2 puissance n. A noter que j'aurais très bien pu aussi dire que ça fait partie de la classe O de E de n. En fait, c'est pareil. Qu'on multiplie par une constante ou pas, c'est strictement la même chose. Mais comme on est en informatique, souvent on va voir 2 puissance n. Ok. Très bien. J'aimerais juste rajouter un petit point, c'est pour vous montrer que si on a des fonctions plus petites, donc par exemple là, dans la catégorie des grands O de n, je vais rajouter par exemple 3n plus log de n. Et on va mettre un moins 2 par exemple, allez un plus 3, allez plus 5. Hop. Donc du coup, on va regarder ces fonctions-là. Sur GeoGebra, on va voir si effectivement elles ont l'air de croître pareil. Alors on va voir ça. Donc, par exemple ici, alors
Sur GeoGebra, c'est continu. Voilà, faut vous dire que c'est du n et que faut vous dire que c'est défini sur des entiers normalement. Hein. Voilà. Et on va oublier tout ce qu'il y a avant 0. Du coup, je vais juste dire à GeoGebra d'afficher juste ce qu'il y a après 0. Si je retrouve où c'est, je sais où c'est normalement. Voilà, je suis en total freestyle, hein, je vous préviens. Bon, on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, ce cours est à la one again de base. Alors, du coup, 5x plus 3. Et là, je vais mettre mon 3x plus 5 plus log de x. Bon, en fait, vous voyez, elles ont la même tronche à peu près. Même celle-là, il y a un log en base 10 de x. Mais en fait, peu importe, si je regarde asymptotiquement, ça va finir par croître exactement comme toutes les autres fonctions affines qu'on a vues. Bon, et là, vous pouvez vous dire, du coup, ok, mais je peux très bien mettre en log en base 2. Normalement, ça va être moins évident. Alors, oui, certes. Alors, je crois que c'est ça la commande. Pas du tout. De x, je sais plus du tout comment on fait. Bon, vous savez quoi? On va mettre log de x sur log de 2, parce que ça, je suis sûr que ça veut dire logarithme en base 2. Bon, vous voyez que ça ne change pas non plus la face du monde. Hein. Donc voilà, elles font toutes partie de la même catégorie. Ok. Donc c'est super, on a des catégories de fonctions. Maintenant, ça va être le moment un petit peu formel. Il n'y en aura pas beaucoup, mais je vais du coup vraiment vous dire en fait c'est quoi O de n formellement. Donc c'est ça, et on dit qu'une fonction étant grand O de n, s'il existe un réel cas tel que, alors ma fonction, on va dire que je l'appelle f, f de n est inférieur ou égal à une multiplication de n. Voilà, alors là je vais le mettre comme ça, voilà. Ok, donc si jamais, en fait, il se trouve que il existe une multiplication de mon n qui domine f de n, et du coup, on dit que cette fonction f de n, elle est en grand O de n, et on écrit, du coup, f de n égale grand O de n. Alors, petit point de vigilance sur ce égal, qui veut pas du tout dire, ne signifie pas du tout égal au sens réel, au sens des réels. D'accord? Donc notamment, c'est pas du tout symétrique. Pas du tout symétrique. Autrement dit, faut pas vous dire que là, par exemple, c'est une fonction qui est égale à une autre fonction. Non, pas du tout. En fait, faut plutôt le voir comme un appartient. À la limite, je pourrais même le mettre comme ça. F de n in. Et d'ailleurs, anecdote, c'est vraiment comme ça que notent certains mathématiciens. Donc là, il faut imaginer, c'est le symbole appartient. C'est plus logique de se dire que f de n est dans la classe de fonctions qui croissent exactement comme n. Ok. Donc c'est pour pas dire de bêtises. Hein. Ok. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui. Donc là, j'ai mis une définition pour n, mais en fait, c'est exactement la chose pour n'importe quoi d'autre. Par exemple, si je veux la définition pour une fonction n carré, ça veut dire qu'elle est dominée par une multiplication. Elle est dominée par un truc proportionnel à n carré. Voilà. Pareil pour l'exponentielle en base 2. Une fonction est dite exponentielle en base 2, enfin en grand O d'exponentielle en base 2, si il existe une multiplication de 2 puissance n qui domine ma fonction. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté très mathématique de la chose. Donc je vais donner des exemples très simples, mais c'est juste pour vous donner une intuition. En fait, en vrai, en informatique,
on va utiliser des complexités qu'on connaît déjà, et on va surtout utiliser la propriété que je vais vous dire tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Bon, par exemple, j'affirme que n, c'est un grand taux de n. J'affirme que 2n, c'est aussi un grand taux de n. Et j'affirme que 5n plus 3, c'est aussi un grand taux de n. Et enfin, dernier exemple, je vais log n. Donc log dans le sens base 2, donc je vais quand même le rajouter. C'est aussi un grand taux de n. Alors pourquoi? Alors c'est con, j'ai effacé ma définition. Alors attendez, bougez pas, je vais la remettre. Hop. Et en espérant ne pas me faire striker parce que j'ai dit c'est con. Est-ce que je vais me faire striker, Arthur? Non, c'est bon. Mon frère me dit que je vais pas me faire striker. Si jamais je me fais striker, c'est de sa faute. Voilà. Vous vous plaindrez auprès de lui. Du coup, je reprends ma définition. Si je reprends ma définition, en effet, n, c'est un grand taux de n parce qu'il suffit, si je prends dans ma définition, il suffit de prendre égal k égale 1. Parce que n est inférieur ou égal à 1 fois elle-même, effectivement. C'est tout à fait vrai. Donc du coup, ça marche. Donc on est content, on a montré qu'elle croît comme n. Ok. Maintenant, 2n. Alors 1, ça marche pas. Je vais le montrer quand même. On sait jamais. Si je prends... Voilà, donc ça c'est mon disons, mes classes de fonctions en gros taux de n, c'est représenté par cette fonction y égale x. Hein. D'accord. Maintenant, si je prends 2 fois x, on voit, du coup, qu'elle domine n. Donc, du coup, je ne peux pas prendre k égale 1. Par contre, si je prends k égale 2, là, ça fonctionne. Alors, pour faire encore mieux que ça, je vais mettre un slider. Ça sera beaucoup plus pédagogique. Oui, je sais, j'aurais dû préparer mes fichiers au début. Je sens que des gens vont juger très fort. Vous savez quoi? C'est pas grave. Ils ont qu'à faire le cours à ma place. Voilà. Donc je prends grand 2x et je prends du coup ma multiplication k fois x et je peux le bouger où je veux. D'accord? Ok, du coup j'ai qu'à trouver un k qui va fonctionner. Donc par exemple, on voit que, je sais pas moi, 1,7 c'est en dessous, ça marche pas. Par contre, à partir de 2, c'est même carrément la même. Donc k égale 2, ça marche, mais j'aurais pu prendre k égale 3. D'ailleurs, je vais l'écrire, hein, k égale 3. Voilà. Alors pas obligé que ça soit un entier, hein, mais bon, c'est juste pour me faciliter la vie. Hein. J'aurais pu prendre k égale 2 carrément. Alors maintenant, 5n plus 3, j'y vais. Donc là, il va falloir que je prenne... on va écrire 5 fois x plus 3. Voilà. Du coup, k égale 3, ça fonctionne pas. Donc on peut se dire, en allant un peu trop vite, que 5, ça va marcher. Sauf que du coup, à cause du plus 3, mon 5x plus 3, il va toujours être au-dessus, donc ça marche pas. Il va falloir que je prenne plus grand. Donc en fait, je peux prendre, et je vais prendre pour exemple, 5,8, ça marche. Parce que, et c'est en fait ça qui est important, j'ai complètement oublié de le dire là, heureusement que mon frère est là pour me backuper si jamais je dis une connerie, bien sûr c'est à partir d'un certain rang, à partir d'un certain n. Et du coup ça m'arrange typiquement pour mon exemple parce qu'on voit que ça marche pas du tout pour 0, ça marche pas du tout pour 1, mais là, si je fais le point d'intersection, alors je le fais des yeux, mais hop, le point d'intersection, il est là. Ça marche à partir de 4. C'est-à-dire qu'avant 4, c'est en dessous, mais après, c'est dessus. Donc, du coup, 5,8, ça fonctionne. À partir du rang 4. Il ne faut pas que ça marche à partir de 0, c'est juste, il y en a un qui marche à partir d'un certain rang et au-dessus. Alors le plus compliqué, là j'ai mis log en base 2 de n. Alors ça on peut se dire que ça nous pourrit la vie parce que c'est un logarithme en base 2. Mais en fait c'est encore plus simple. Alors pourquoi? Donc là je vais vous mettre logarithme en base 2 de n, à quoi ça ressemble. Donc là pour être sûr, je suis sûr qu'il y a une commande sur GeoGebra, je sais. Mais je vais mettre ln de n sur ln de 2 pour être sûr. Alors ils me disent de... Ah parce qu'il faut que je mette x, pardon. Oui je sais, ce cours est vraiment... complètement pété. Mais tant que ça fait le taf, ça fait le taf. Voilà à quoi ressemble le logarithme en base de x. D'accord?
Bon bah là en fait la bonne nouvelle c'est que j'aurais pu prendre n'importe quel cas, même très petit, très proche de zéro. Bon sauf zéro évidemment, faut pas être non plus... voilà. Bon par exemple je prends un cas très petit exprès. Vous voyez que le logarithme en base 2 il évolue tellement petitement qu'il y a au bout d'un moment forcément ma fonction k fois x va la battre, donc même 0,1 ça marche, mais en fait j'aurais pu prendre n'importe quel cas aussi proche de 0 que je veux. Le seul truc qu'il n'aurait pas fallu faire c'était prendre un cas négatif, parce que les cas négatifs, bah, ça battra effectivement pas une fonction positive de toute façon. Mais du moment que mon cas il est positif, k fois x va dominer logarithme en base 2. Voilà, donc ça c'était pour donner quelques exemples. Et maintenant, la propriété super importante qu'on utilise tout le temps en fait, en vrai, c'est que, en fait, grand O de n c'est un truc stable. C'est un truc stable par addition. Alors en vrai, si je reprends mon analogie ensembliste, on pourrait dire que c'est stable par union. Donc l'idée c'est que si f de n est un grand O de n et que g de n est un grand O de n, bah, y a un truc super bien, c'est que du coup, la somme f de n plus g de n est aussi un grand O de n, et ça c'est trop cool, parce que ça nous permet de montrer que des fonctions un peu compliquées sont de la même complexité. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est quand même important, en fait, grand O de n, c'est ça qu'on appelle la complexité, de l'algorithme. J'ai fait bouger la table sur laquelle j'étais, j'ai fait très peur à mon frère. T'inquiète Arthur. Lui, c'est un algébriste, hein, faut pas... De toute manière, les algébristes... ça comprend pas la complexité. Ça comprend pas la complexité, même si son bouquin en parle. Bref, donc voilà, donc du coup, je donne un exemple. Par exemple, toutes ces fonctions que j'ai mises là sont en gros O de n. Bah du coup, si je fais le paquet et que j'additionne tout ça, bah tout ça, c'est encore un grand O de n. J'ai oublié n. Et ça, c'est super cool. Bon, par contre, il y a des trucs, il y a des bêtises qu'il ne faut pas faire, mais comme, encore une fois, c'est pas le but d'être un cours complètement exhaustif, il y a plein de points de vigilance, mais dont je ne vais pas parler ici spécialement. Par contre, j'aimerais quand même parler d'une complexité qui est quand même intéressante, parce que je sais qu'elles font parfois bugger des gens, c'est les fonctions qui sont en grand O de 1. Alors si je reprends ma définition, on dit qu'une fonction est en, je remplace du coup, est en grand O de 1 s'il existe un réel k tel que f de n est inférieur à k fois 1, donc juste k en fait, à partir d'un certain n. En fait, ça veut dire qu'une fonction étant O de 1, étant grand O de 1, si elle est plafonnée par un nombre tout simplement. En fait, si elle est majorée. Je vais donner un exemple. Par exemple... Alors, pas de bol, par exemple, logarithme en base 2, même si elle évolue très lentement, vous pouvez bien prendre tout ce que vous voudrez comme nombre. Je peux prendre, par exemple, 20. Bon, pas de bol, il y aura forcément un moment donné où quand même logarithme en base 2 va aller au-dessus. Ça marche pas, en fait, du coup. Logarithme en base 2 n'est pas en grand O de 1. Mais par contre, je vais te prendre un exemple vraiment hyper simple. Ça va être, par exemple, la fonction moins x. Si je prends moins x, tout simplement, je peux choisir y égale 3. Et je suis sûr que ma fonction moins x, elle va être en dessous de ma fonction y égale 3. Voilà. Alors évidemment, asymptotiquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les fonctions qui sont en grand O de 1, ce sont les fonctions qui sont dominé par un réel. Donc ça, on appelle ça des algorithmes comme ça, donc c'est-à-dire dont le temps d'exécution ressemble à ça, on dit que c'est en taux constant. Mais ça, j'en parlerai dans mon tableau final, pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc gardez à l'esprit, ça c'est important. Ah, et juste un truc, par contre, faites attention. Alors mon cas réel, alors pas 0, parce que grand O de 0, là vous allez juste vous faire déchirer la tronche par les profs si jamais vous mettez grand O de 0.
Donc par contre, c'est la même chose pour grand O de 2, c'est exactement pareil. En fait, j'aurais peut-être dû le dire, mais quand une fonction est en grand O de G de n, bah, elle est automatiquement en grand O de, je vais mettre alpha. Elle est automatiquement en grand O de alpha de G de n. Par contre, il faut quand même que alpha soit différent de 0. Voilà. Du coup, si vous avez trouvé qu'une fonction est en 8n, bah, félicitations, ça veut dire qu'elle est en grand O de n tout court. Ok. Très bien. Alors, je vais donner quand même un exemple utile, il me semble. On va montrer que 2 exponentielle de n plus n puissance 5 moins 2n plus log en base 2 de n, bah, tout ça, en fait, c'est en grand O de 2 exponentielle n. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer ça? Bah, on va faire petit à petit. Par exemple, 2 exponentielle n, bah, c'est un grand O de exponentielle n. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Ça fait partie de la classe des fonctions qui grandissent comme exponentielle n. Mais en fait, comme la différence entre exponentielle n et 2 puissance n, bah, c'est juste une constante. Alors pour vous convaincre de ça, je peux vraiment les tracer juste. Donc exponentielle de x, et je vais mettre 2 puissance x. Alors là, j'ai mis 2x, pas 2 puissance x, c'est dommage. Alors là, c'est mon clavier qui veut pas. C'est super. C'est super. Comment je vais me débrouiller? Je n'arrive absolument pas à mettre x. Voilà, peut-être que ça... Voilà. Bon, bah du coup, en fait, il y a vraiment qu'une constante d'écart entre les deux. Alors, je peux faire, par exemple... c'est qui le plus grand? C'est 2. Donc, je vais par exemple faire g de x divisé par f de x. Pour vous montrer que... Voilà. Alors, ça montre quoi? Je sais pas trop. Je me suis totalement emmêlé. Mais en gros, l'idée, c'est pas grave. C'est juste de se dire que exponentielle n, c'est exactement la même chose que 2 puissance n. C'est la même complexité. Alors ça, il faut faire super attention. Là, je suis sur l'équivalent d'un brouillon. J'évite de noter ça de manière générale. Un grand O d'un truc qui est égal à un grand O d'un truc, il faut vraiment éviter d'écrire ça. Parce que, à cause du égal, ça peut entraîner beaucoup de gens à écrire que du coup, le contraire est vrai. Alors il se trouve que là, c'est bon, mais juste petite note au passage. Note attention. Par exemple, bah du coup, on a dit que n carré, c'est un grand O, que n, pardon, c'est un grand O de n, mais que c'est aussi un grand O de n carré. Forcément, puisque c'est dominé par n carré. Bon, bah en fait, toutes les fonctions qui sont en grand O de n, bah, sont en fait des fonctions en grand O de n carré. Elles sont toutes dominées par k fois n carré. Mais l'inverse n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que, par contre, les fonctions en n carré ne sont pas du tout des fonctions en O de n. C'est pour ça que ce égal là, il faut faire hyper gaffe. Vraiment, je vous conseille de le voir plus comme un includant, enfin appartient à. En l'occurrence d'ailleurs, ça serait plutôt un inclus, mais bon. Là, si vous voulez, ça c'est un appartient à, et là c'est un includant. Voilà. Juste point de vigilance. Donc je retourne où j'en étais. Alors maintenant, n puissance 5, bon bah on sait que tous les polynômes sont battus par les exponentielles, donc n puissance 5, c'est un grand O de 2 puissance n, et en gros, ça va être exactement la même chose pour moins 2n, et ça va être exactement la même chose pour log en base de 2n, je le mets ici. Et du coup, en utilisant la propriété de tout à l'heure, tout ça, toutes ces fonctions-là sont en grand O de 2 puissance n, du coup, je peux faire la somme et dire que tout ce machin-là, que je vais noter, par exemple, h de n, h de n, du coup, c'est aussi un grand O de 2 puissance n. Voilà. On peut le prouver comme ça. Et c'est là que je vais parler, entre parenthèses, de la notation petit o. Alors là, je m'adresse plutôt aux gens, mais je pense qu'ils ne sont pas là, ces gens-là. Mais si jamais vous êtes déjà très à l'aise sur les notations petit o, en fait,
vous allez, de toute manière, j'imagine vous apprenez pas grand-chose avec cette vidéo, mais il y a un truc quand même que je vais faire noter, c'est que les grands taux, ça implique les petits taux, pardon, ça implique les grands taux. Donc, c'est-à-dire que si une fonction est un petit taux d'une fonction g, et du coup, on peut dire que f de n est aussi un grand taux de cette fonction, et ça, c'est super utile. Donc, par exemple, si vous aimez bien faire des démonstrations de type croissance comparée ou des choses comme ça, vous préférez montrer qu'il y a négligeabilité, et ensuite passer au grand taux, très bien. Ça marche très très bien. Sachez juste qu'en informatique, petit taux, c'est vraiment très très peu utilisé, parce que nous, c'est vraiment la notion de domination qui est importante. Mais voilà. Et si jamais vous comprenez rien du tout au petit taux, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est surtout la dominance, encore une fois, la domination qui nous intéresse en informatique. Et c'est surtout ce que je vais vous montrer là maintenant tout de suite qui va être important. Et finalement, s'il y avait qu'un truc à retenir, ça serait sûrement le tableau que je vais faire là. Échelle de comparaison. Alors, là, je vais vous présenter une échelle de comparaison des complexités. En fait, je vous ai montré des algorithmes en grand taux de n, en gros taux de n carré, etc. etc. Bon, il y en a qui sont plus utiles que d'autres, disons, dans la vraie vie des algorithmes, parce qu'on les voit tout le temps. Et du coup, c'est utile de savoir quelles sont les complexités les plus courantes, et surtout, qui sont les plus rapides, et qui sont les plus longs. Également, je vais vous mettre, je pense que c'est très utile, des exemples d'algorithmes qui sont dans cette complexité-là. Et en fait, ça permettra de comparer et de très vite dans votre tête savoir en gros la complexité d'un algorithme. Donc encore une fois, là je fais en très résumé. Dans un autre cours, je montrerai vraiment comment avec un algorithme on peut calculer sa complexité bien comme il faut. Mais du coup là je vais faire... alors là je vais plutôt utiliser un vrai tableur. D'accord. Je m'en fiche complètement. Voilà, alors, du coup, alors ça, le tableau que je suis en train de faire, et d'ailleurs tout le brouillon là, je vais le refaire bien, et vous pourrez le trouver en description de la vidéo. Voilà. Alors du coup, dans une colonne, je vais dire la complexité. Et on va commencer par les grands taux de 1. Dans une deuxième colonne, je vais parler... le nom qu'on lui donne en fait, voilà, à ce type d'algorithme. Et là, je vais mettre des exemples d'algorithmes. Alors, j'ai pas réfléchi 100 ans pour les exemples d'algorithmes, je vous avoue. Si en commentaire, vous pouvez compléter avec des algorithmes vachement importants qui sont dans ces complexités-là, merci, c'est gentil. Alors, du coup, grand taux de 1, donc je l'ai dit, c'est tout ce qui est dominé par une constante. Et ça, c'est super cool, parce que ça veut dire, très concrètement, que notre algorithme, il n'est pas du tout influencé par la taille des données, et ça, c'est le Graal en informatique. Donc ça, on appelle ça des algorithmes constants ou de complexité constante. Donc qui ont toujours le même temps, quelle que soit leur taille. Donc évidemment, c'est rare, mais il y en a. Il y en a qu'on utilise d'ailleurs tout le temps. Donc je vais donner des exemples les plus courants. En fait, ça va tout ce qui va être les opérations élémentaires. Alors quand je dis opérations élémentaires, c'est du coup... plus, moins, fois, division, modulo. Alors je sais même plus sur mon clavier personnalisé où est. Bon bref, modulo, etc. Donc tout ça, vous pouvez bien mettre n'importe quel grand nombre additionné avec n'importe quel grand nombre, ça sera toujours le même temps que un petit nombre plus un petit nombre. Ah, aussi très important, il y a les comparaisons, en gros les opérations booléennes, hein. Mais les comparaisons, ça c'est en temps constant. Et l'affectation est en temps constant aussi. Donc par exemple, dès que vous écrivez nombre variable égale 5, ça c'est en temps constant. Et je trouve le plus utile, vraiment, c'est l'accès à un élément quelconque d'un tableau. Mais vraiment quelconque. Et ça c'est fort, c'est pas intuitif. Mais que votre tableau il fasse 2000, qu'il ait 2000 éléments ou 1 million d'éléments,
et ben trouver, avoir la 500e valeur, ça va prendre le même temps. Voilà. Donc peu importe la taille des données, la recherche, l'accès, pas la recherche, l'accès à un élément d'un tableau, donc tout ce qui va être, vous savez, quand on écrit, par exemple, ça va être tout ce qui va être table entre crochets IA. Voilà. Tout ça, c'est en temps constant et heureusement. Ok, donc ça, c'était pour le temps constant. C'est rare, mais ça arrive. Ensuite, juste après, on a les algorithmes en logarithme. Alors du coup, puisqu'on est en informatique, ça va souvent être en fait des logarithmes en base 2, mais vous verrez tout le temps mettre comme ça, log de n, sans la base 2, parce que ça, c'est une évidence. Et de toute manière, même mathématiquement, en fait, log de n et logarithme en base 2 de n, en fait, elles sont pareilles à une constante multiplicative près, donc en fait, ça change absolument rien. Mais bon, sachez qu'en gros, c'est souvent des logarithmes en base 2. Alors ça, on appelle ça des algorithmes logarithmiques. Voilà. Et c'est très lent, donc ça augmente, c'est pas constant, mais ça augmente très lentement, du coup on les adore. Et donc des exemples de ça, alors un exemple qui me paraît très bien, très courant, c'est par exemple déterminer le nombre de bits d'un entier. Alors très rapidement, pourquoi ? Parce que en fait, si vous prenez un entier, disons, je sais pas moi, 1 milliard, en fait, trouver le nombre de bits de cet entier, ça revient à l'écrire sous la forme d'une somme de puissance de 2, et du coup, vous allez faire des divisions par 2. Sauf que du coup, il n'y en a pas énormément des divisions par 2 à faire, ça va vite diviser par 2, en fait, faire des divisions par 2 tout le temps, ça revient en fait à faire du logarithme en base 2. Donc c'est pour ça que déterminer le nombre de bits d'un entier, ça c'est un truc logarithmique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle trouver le nombre de chiffres d'un nombre, c'est aussi logarithmique. Parce que pour trouver le nombre de chiffres d'un nombre, on fait quoi ? On peut faire le logarithme en base 10 du nombre. Alors je crois qu'il faut rajouter 1, mais peu importe, on s'en fiche. Ensuite, très courant, les algorithmes en O de n. D'ailleurs, c'était mon exemple de base. Ça, c'est donc les algorithmes linéaires. Mais ça regroupe aussi évidemment tout ce qui est affine, etc. etc. Bref, ça évolue, le temps de l'algorithme évolue proportionnellement à son nombre d'éléments. Et là, l'exemple vraiment absolument typique, c'est le parcours. Le parcours d'un tableau à n éléments. Donc dès que vous voyez un truc qui ressemblait, dès qu'on boucle sur un tableau, dès qu'on parcourt les éléments d'un tableau, ça sera toujours en O de n. Et n, c'est le nombre d'éléments. Voilà. Ok. Alors maintenant, après n, il y a n carré, mais en fait, il y a un truc entre les deux qui apparaît quand même souvent. C'est tout ce qui est n log n. Donc log est en base 2 généralement, mais du coup, je vais mettre O de n log n. Alors comment est-ce qu'on les appelle ? Pour être honnête, je crois que j'ai avoir vu sur Wikipédia qu'il y en a qui les appellent les algorithmes linéarythmiques, je crois. Mais en vrai, il me semble que tout le monde appelle ça les algorithmes en n log n. Et alors là, un exemple vraiment typique, c'est pour ça que c'est important de la connaître celle-là, c'est qu'en fait c'est la complexité optimale pour trier un tableau. Donc par exemple, je vais mettre complètement au hasard trifusion, parce qu'il y en a plein d'autres, mais le trifusion c'est du n log n. Voilà, donc en gros, ça évolue proportionnellement au nombre d'éléments, mais en plus, il faut multiplier par le logarithme de l'élément. Donc ça va un peu plus lentement que n, mais ça va encore. Alors là où ça commence à plus aller du tout, c'est quand on commence à avoir une puissance, un n puissance quelque chose, donc c'est tout ce qui va être polynomial, mais je vais prendre mon temps, on va prendre O de n carré. Alors O de n carré, donc c'est les algorithmes quadratiques, du coup. Un exemple typique, c'est par exemple comparer 2 à 2 les éléments d'un tableau de taille n. Parce que du coup, il va falloir boucler deux fois sur le même tableau. Et donc, on a du coup n carré, n fois n, nombre à comparer, donc ça fait bien n carré, donc c'est proportionnel à n carré. Ok.
Et donc, à partir de carré, n carré, là, ça commence à monter très vite. Donc, pour un petit nombre d'éléments, ça va, mais après, ça se complique. Et donc, ça se généralise avec tout ce qui va être de la famille des n puissance k. Donc, c'est tous les algorithmes qu'on va appeler polynomiales. Et les algorithmes polynomiaux, on n'aime pas du tout, évidemment, parce que ça évolue très vite. Donc, un exemple, là, l'exemple typique d'un algorithme qui sera toujours en n puissance k, c'est globalement parcourir un tableau de dimension k. Voilà, ça, du coup, ça va être polynomial, ça va être du haut de n puissance k. Ok. Alors après, et alors on rentre vraiment dans le pas bien du tout, c'est les algorithmes exponentiels, donc de la forme k puissance n. Alors vous remplacez par ce que vous voulez, e puissance n, exponentielle de n, de puissance n. C'est les algorithmes exponentiels. Donc ils explosent très vite, on peut à peine faire un petit nombre d'éléments et après c'est fini. Donc là, un problème célèbre de ça, vous pouvez chercher, c'est le problème du sac à dos. Et l'algorithme au moins naïf du truc, c'est exponentiel. Il y a certains cas où on trouve mieux, mais globalement, c'est un problème exponentiel et du coup, ça explose très vite, c'est pas bien. Alors, le problème du sac à dos en deux mots, c'est simplement qu'on a pas mal de variables. On a des objets qui ont une certaine contenance et puis qui peuvent se répéter éventuellement, et puis on a un sac à dos qui peut contenir jusqu'à une certaine limite de contenance, et comment est-ce qu'on se débrouille pour maximiser le nombre de je sais pas quoi. Mais en gros, c'est un problème de ce style-là. Honnêtement, je connais pas très bien les détails, mais voilà. Mais encore pire que exponentiel, et donc je finis par lui. Donc évidemment, si vous faites des algorithmes du coup, cette dernière catégorie, les algorithmes factoriels, alors là, c'est affreux. Et le problème célèbre associé à ça, c'est le problème du voyageur de commerce. Alors, il est vraiment très important. Enfin, il a toute une histoire, ce problème. C'est très intéressant. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez juste que factoriel, c'est pire qu'exponentiel. Et que, au moins, l'algorithme naïf du problème de voyageur de commerce, qui consiste en fait à parcourir un graphe en visitant une seule fois chaque sommet du graphe, si je ne me trompe pas, c'est ça. Eh bien, l'algorithme naïf du truc, c'est n factoriel, et il me semble qu'il y a des cas particuliers, on a réussi à trouver des trucs polynomiaux, mais voilà. Et les pires problèmes sont de cette catégorie-là. Voilà, mais je ne veux pas m'étendre plus, surtout que je suis complètement incompétent dans le domaine, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Factorisation de polynômes aussi. Et on me souffle à l'oreille que la factorisation de polynômes, c'est aussi un problème de cette complexité-là. Alors oui, j'ai oublié de préciser un truc. Alors tout à fait concrètement, en fait, on dit O de n au lieu de donner du coup, par exemple, le temps d'un algorithme pour de vrai, la vraie formule. C'est tout simplement parce que par exemple les opérations élémentaires, sur mon ordinateur, dépendant du modèle de mon ordinateur, du processeur, du langage de programmation, en fait, de plein de trucs, et ça va être pas pareil que vous. Donc, par exemple, faire 1 plus 1 sur mon shell où je mets Python, là comme ça, ça va pas forcément être le même temps que vous si vous utilisez Java dans un IDE et que vous faites 1 plus 1 et que vous lui demandez de le faire. Donc du coup, entre les ordinateurs, c'est pas pareil, mais du coup, on s'en fiche, parce que ce qui nous importe, c'est de savoir que c'est limité par une multiplication du nombre, et c'est tout. Et c'est tout ce qui nous intéresse. On sait globalement que faire des additions, par exemple, je peux bien prendre n'importe quelle taille de nombre, ça va être pareil. Par contre, je sais que si mon problème il est polynomial, il va falloir que je fasse vachement gaffe au nombre, à la taille de mes données, quoi. Et du coup, dans un supplément, je vais faire une autre vidéo après, où je vous montrerai des exemples, des vrais exemples avec mon ordi en l'occurrence, mais vous pouvez le refaire chez vous, où je vais mesurer pour vraiment vous montrer que oui, effectivement, tout ce que je dis là,
c'est bien des opérations qui sont constantes, et là par exemple que c'est bien linéaire. Juste un dernier point, parce que j'ai complètement oublié, il faut quand même que je le dise, j'ai pas du tout parlé de la notation θ, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment très simple, si vous avez déjà bien compris grand O. Donc en fait, on dit qu'une fonction étant grand θ de n, si, première condition, faut qu'elle soit en grand O de n. Déjà, donc en gros, ça veut dire qu'elle est dominée par au-dessus, et en plus, elle doit être dominée par en dessous. Donc si je le réécris formellement, ça veut dire qu'il existe un réel cas tel que f de n est supérieur ou égal cette fois à n, toujours à partir d'un certain rang. Donc là c'est le contraire, la fonction elle domine n, j'ai oublié, avec une multiplication près. Là je vais vous donner un exemple, et surtout, il faut noter un truc, et c'est pour ça que c'est important, c'est que si jamais vous avez une fonction qui est en grand θ, évidemment, elle est en grand O aussi. En gros, le fait d'être un grand θ de n, ça implique d'être un grand O de n. Par contre, le contraire n'est pas du tout vrai. Et donc là, je vais vous montrer sur les exemples, sur un ou deux exemples, pourquoi. Donc je vais reprendre mon GeoGebra. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Alors mon slider a complètement disparu, mais c'est pas grave. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre la fonction y égale x. Bon, du coup, on a dit que n, on le sait, c'est un exemple. N, c'est un grand O de n. Voilà. Donc ça c'est facile. On n'a qu'à prendre par exemple k égale 2. Par exemple, j'aurais pu prendre 1. On voit que c'est dominé par au-dessus. Mais je peux aussi la dominer par en dessous. Par exemple, je peux prendre 0,5 fois x. Voilà, donc j'ai coincé ma fonction x entre deux multiplications d'elle-même. Ça veut dire que n, c'est non seulement un grand O de n, mais c'est aussi un grand θ de n. Parce qu'elle est dominée aussi par en dessous. Ok. Maintenant, je vais donner un autre exemple. On va prendre, par exemple, moins n carré. Bon, moins n carré, c'est un grand O de n. Alors, pourquoi ça? Parce que si je fais moins x carré, et ça, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure, du coup, c'est complètement dominé par juste y égale x. Je prends k égale 1, c'est toujours au-dessus. Ok. Donc, c'est bien un grand O de n, moins n carré. Par contre, vous trouverez jamais, je vais prendre par exemple, je sais pas moi, moins 500 fois x, vous trouverez jamais, bon peut-être moins violent quand même, vous trouverez jamais une multiplication de x qui va passer au-dessus de moins x carré. Donc là j'ai pris moins 50x et pourtant il y a forcément un moment donné où ma fonction va passer au-dessus. Donc là, je zoome beaucoup pour essayer de trouver le point d'intersection. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que moins n carré peut jamais être, ne peut jamais dominer une multiplication de n. Donc du coup, moins n carré, c'est un grand O de n, mais par contre, c'est pas du tout un grand θ de n. Et c'est pour ça qu'en fait, ça ne marche que dans un sens. Si vous avez une fonction en θ de n, elle est en grand O de n, mais pas l'inverse. Alors pourquoi c'est utile θ? C'est simplement parce que ça veut dire qu'on contrôle le temps d'exécution d'un algorithme, non seulement par au-dessus, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, mais aussi par en dessous. Donc en gros, ça veut très concrètement dire que je peux espérer que mon algorithme se fasse pas avant un certain temps. Voilà. Vous allez surtout voir les grands O, mais θ, c'est utile et c'est pas vraiment plus difficile et ça garde les mêmes propriétés de stabilisation par somme. Si vous avez deux fonctions en θ, en grand θ de n, du coup la somme elle est aussi en θ
de n. Donc voilà, j'ai fini ce que je voulais dire. Donc vous trouverez en description ça, le brouillon, et aussi le petit tableau là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, et donc dans une prochaine vidéo, je ferai des exemples déjà concrets de pourquoi, comment on peut voir pour de vrai sur nos machines que effectivement ces trucs-là c'est bien constant par exemple. Et dans une deuxième vraie vidéo, la partie 2, ça consistera à prendre des vrais algorithmes de la vraie vie et de calculer pour de vrai leur complexité, donc dire si elles sont en grand O de n, grand O de n carré. Là c'était vraiment un truc très généraliste pour donner surtout une intuition. Et voilà. Bonne journée!